Chers amis, bonjour et bienvenue aujourd'hui au bureau Enquête Analyse. On a la chance et l'honneur aujourd'hui de rencontrer son directeur, Monsieur Jouty. Monsieur Jouty, bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on devient directeur du BEA? Alors, je suis arrivé à la DGAC en 1995 et pour m'occuper de sécurité aérienne, initialement de certification d'avion de suivi de navigabilité. En 2000, notamment dans ce cadre-là, il y a eu l'accident du Concorde. Je me suis occupé de tous les travaux pour la remise en vol du Concorde. Et à cette occasion, j'ai côtoyé le BEA et c'est là qu'a commencé à naître, je dirais, mon intérêt pour le BEA. Et j'ai continué à la DGAC dans le domaine de la sécurité aérienne. Et donc, vers 2013, quand le directeur précédent a quitté son poste, j'ai manifesté mon intérêt pour devenir directeur. Et voilà, c'est comme ça que j'ai été nommé au 1er janvier 2014. Alors, concrètement, d'un point de vue administratif, le directeur du BEA, il est nommé par un arrêté du ministre chargé des Transports, sur proposition du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Donc j'ai fait acte de candidature auprès du vice-président du CGED. Voilà. Il faut être ingénieur, il faut... Alors les textes disent qu'il faut être un fonctionnaire de catégorie A ayant une certaine expérience dans le domaine. Alors quel est le rôle du BEA? Alors la mission du BEA, c'est d'abord de réaliser les enquêtes de sécurité sur les accidents et incidents graves qui se produisent en France. Et donc là, le BEA est directement en charge de mener ces enquêtes. Donc ça fait à peu près chaque année entre 100 et 150 enquêtes. Et heureusement, la plupart de ces événements, c'est des accidents d'aviation générale ou d'aviation légère. Il y a quelques accidents d'aviation commerciale, mais heureusement assez peu fréquents à cette échelle. Et puis, y compris des accidents non mortels, du coup. Et donc, y compris des accidents non mortels. Et les textes internationaux qui régissent ces enquêtes de sécurité prévoient aussi que lorsque se produit un accident, donc c'est l'organisme d'enquête de l'État d'occurrence qui mène l'enquête, mais participent également de droit les États de l'immatriculation de l'aéronef, de l'exploitant de l'aéronef, et les États de construction et de conception de l'aéronef. Alors, l'industrie aéronautique française a ces 20 ou 30 dernières années eu quand même des succès croissants en exportation, avec donc des flottes d'aéronefs construits en France, conçus en France, les Airbus hélicoptères, les moteurs Safran, les Dassault Falcon, les Socata, etc. Ça fait qu'il y a quand même un certain nombre d'accidents ou d'incidents graves à l'étranger sur ce type d'aéronef, et donc on est assez fréquemment sollicité pour participer à des enquêtes à l'étranger, en tant que c'est ce qu'on appelle le rôle de représentant accrédité. Alors à l'inverse, s'il y a des passagers français sur un vol, là vous n'êtes pas impliqué? Non, ce n'est pas la logique des textes qui régissent l'enquête de sécurité. En fait, il faut bien comprendre que cette enquête de sécurité, son objectif, c'est bien un objectif de comprendre ce qui s'est passé pour améliorer la sécurité. Ce n'est pas un objectif de chercher à déterminer des responsabilités, des indemnisations, des choses comme ça. Donc c'est plus la justice. C'est plutôt la justice qui va s'occuper de ce genre de choses. Donc c'est dans cette logique-là que sont amenés à participer les États des organismes qui sont techniquement impliqués, je dirais, dans l'accident, et non pas les familles qui sont évidemment concernées par l'accident, mais à d'autres titres. Bien sûr. Alors, du coup, vu que vous avez une implication directe avec Airbus, quelles sont vos relations avec les différents constructeurs? Est-ce qu'ils vous doivent quelque chose? Est-ce que vous êtes obligé de vous intéresser à leur façon de concevoir les avions? Comment ça marche? Alors, quand on intervient dans un accident à l'étranger, par exemple au titre d'un accident qui touche un avion Airbus, nous désignons un enquêteur du BEA qui est le point de contact vis-à-vis de l'autorité d'enquête de ce pays, qui est le représentant accrédité. Et ce représentant accrédité du BEA va travailler avec ce qu'on appelle des conseillers techniques désignés par le constructeur Airbus qui vont apporter tout leur support technique pour aider à comprendre l'accident. Donc c'est dans ce cadre-là que nos relations avec les constructeurs se développent au fil des années. Ça veut dire que potentiellement, si vous êtes amené à faire une enquête sur n'importe quel type d'accident qui pourrait arriver en France, vous êtes capable techniquement de comprendre n'importe quel appareil qui est immatriculé ou certifié en Europe? Alors, quand on est enquêteur, ce qu'il faut, c'est... on ne peut pas prétendre tout savoir, évidemment.
Ce qu'il faut, c'est avoir suffisamment de connaissances du système aéronautique, de connaissances techniques, pour poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Les enquêteurs du BEA, ils doivent, dans leur relation avec Airbus, savoir analyser les contributions qu'apporte Airbus, ou tout autre constructeur, ou toute autre partie impliquée au titre duquel on participe, et comprendre ces contributions et les challenger, poser des questions, et poser les bonnes questions pour trouver qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à trouver dans cet accident pour améliorer la sécurité. D'accord. Alors, il y a aussi quelque chose qui transparaît systématiquement dans les enquêtes. On se rend compte que le BEA a un niveau, clairement pour le coup, qui est supérieur à celui qu'on a en moyenne, notamment en Europe. On se souvient par exemple du crash du 737 MAX, sur lequel vos homologues allemands ont cherché à analyser la boîte noire. Ils n'avaient pas les moyens techniques et finalement c'est revenu à la France qui a réussi à les analyser. Qu'est-ce qui fait que le BEA a plus de moyens? Pourquoi est-ce qu'on est meilleur que les autres? Alors, on a une bonne notoriété et on est bon. Justement parce qu'on a une forte implication à l'étranger au titre de l'État constructeur. Donc c'est ça qui fait qu'on est très impliqué à l'étranger. Étant impliqué à l'étranger, on développe une expérience. À chaque accident, chaque enquête menée, on apprend des nouvelles choses, on capitalise sur ces choses-là. On essaye de bien apporter une contribution aux états d'occurrence, et en général, ceux-ci semblent satisfaits de nos prestations, et ils s'en rappellent quelque part, et c'est ça qui entretient notre réputation, et qui fait qu'au-delà des cas où les textes internationaux prévoient qu'on ait de droit impliqués, certains États font appel à nous, même si on n'avait pas de raison automatique d'être impliqué. Ça a été le cas notamment avec l'accident du 737 MAX en Éthiopie, pour lequel on n'avait pas de raison d'être impliqué. C'est pas une compagnie française, c'est pas un aéronef de conception française, mais les Éthiopiens avaient déjà travaillé avec nous sur des accidents par le passé, on avait gardé un bon souvenir, et ils éprouvaient le souhait d'avoir un organisme compétent techniquement et dont ils percevaient qu'il serait peut-être plus neutre que ce qu'ils craignaient comme fut le NTSB, et c'est pour ça qu'ils ont fait appel à nous. D'accord. Alors, du coup, vos moyens. Quand il y a un accident, quand ça soit par exemple à l'autre bout du monde, est-ce que vous allez sur place? Vous avez quel type d'équipe ici? Alors, en plus, on a ce rôle qui nous a permis de développer ces compétences, mais on a aussi pu développer ces compétences parce que l'État français a compris l'intérêt qu'il y avait à avoir un BEA compétent compte tenu de cette situation particulière de forte exposition à l'international et qui nous permet d'entretenir un certain nombre de moyens humains et techniques. Donc au BEA, on est à peu près un peu plus de 90 personnes, dont environ 55 enquêteurs. Certains enquêteurs ont un profil plus opération aérienne et d'autres un profil plus technique, spécialisé dans la lecture d'enregistreurs de vol ou dans les examens d'épaves, de matériel technique. Et on a des moyens techniques ici au Bourget, notamment un laboratoire avec deux grandes parties. Une partie, tout ce qui est, je dirais, électronique, donc ça comprend les enregistreurs de vol, enregistreurs de paramètres, enregistreurs de conversation, mais également tous les examens qu'on peut faire sur des boîtiers électroniques qu'on peut trouver à bord des avions et qui peuvent contenir des données enregistrées intéressantes, même s'ils ne sont pas conçus pour servir d'enregistreur de vol. C'est notamment très utile lors des accidents d'aviation générale, où là on va récupérer de plus en plus souvent un téléphone portable, une tablette, un écran sur le tableau de bord qui va enregistrer un certain nombre de données. Et puis on a aussi un laboratoire d'examen plus métallurgique, là, pour examiner des faciès de rupture. Donc des torsions, des ruptures, des vibrations. Et pour essayer de regarder si ces faciès de rupture, la question basique qu'on se pose quand on voit une pièce rompue, c'est est-ce que ça s'est rompu en conséquence du choc de l'accident ou est-ce que ça s'est rompu avant et que ça pourrait être un élément d'explication de l'accident. Mais du coup, vous avez des microscopes, vous avez des Donc systèmes. on a des microscopes de diverses sortes, etc. Et au-delà de ça, on a surtout des équipes qui savent qu'est-ce qu'elles savent faire ici, et qui ont aussi un réseau de laboratoires vers qui ils peuvent s'adresser quand ça nécessite des moyens dont on ne disposerait pas ici. Et est-ce qu'il y a des enquêtes qui sont du coup particulièrement techniques ou difficiles, ou alors qui vous ont particulièrement marqué dans votre carrière? Alors, des enquêtes techniques difficiles, alors je ne vais pas en citer, on
pour en citer beaucoup, je dirais les enquêtes d'aviation générale, d'aviation légère, c'est souvent frustrant parce que sur les petits avions, sur les petits aéronefs en général, il n'y a pas d'enregistreur de vol. Et donc, on peut se retrouver avec un site d'accident, avec un avion qui a complètement brûlé, donc on a un tas de cendres. Difficile. Des témoignages, quelques témoignages qui disent bon, on a vu un avion tomber, ça faisait un grand bruit, et puis il y a eu des flammes, et puis on ne sait pas beaucoup plus. Et donc, dans ces cas-là, ça peut être assez frustrant. Et là, on se retrouve parfois à essayer de travailler à partir d'éléments matériels qui sont assez limités, et donc à essayer de leur en faire dire le plus possible, évidemment. Donc ça, c'est des enquêtes qui peuvent être difficiles, même si elles ne sont pas très visibles. Après, il y a des enquêtes plus célèbres qui ont été des challenges pour le BEA. Alors, je citerai d'abord l'Air France 447, même si je n'étais pas au BEA à l'époque de cette enquête. Parce que la partie recherche en mer, ça a été évidemment une aventure technique extrêmement difficile, extrêmement prenante, extrêmement engageante, en plus sous une forte pression, parce qu'il y avait une très forte attente. Et après, quand enfin les enregistreurs de vol de cet accident ont été trouvés, assez rapidement, ces enregistreurs ont permis de comprendre, je dirais techniquement, factuellement, ce qui s'était passé au cours du vol. Mais là aussi, ce qui s'est passé était tellement inattendu que ça a été aussi, je pense, une grande aventure pour le BEA d'essayer d'analyser notamment le comportement équipage, pourquoi l'équipage a réagi comme il l'a fait, avec malheureusement les conséquences que ça a eu. J'en citerai peut-être un autre plus récent, là où j'étais directeur du BEA, c'est un rapport d'accident qu'on a sorti récemment. Alors c'était un A380 d'Air France qui a eu son moteur numéro 4 qui a éclaté de façon assez spectaculaire alors en vol au-dessus du Groenland. Donc il y a toute la partie, le fan, la première roue à l'entrée du réacteur qui s'est échappé en vol, qui a arraché une bonne partie de la nacelle, donc le moignant du moteur qui restait une allure pas très rassurante, je pense, pour les passagers. L'avion s'est posé sans dommage et sans trop de difficultés à Goose Bay, donc c'était pas sa destination, il y a des volontés, mais il a pu se poser sans dommage. Par contre, pour comprendre pourquoi ce moteur avait cassé comme ça, l'examen de ce qui restait du moteur et des premiers morceaux qu'on a pu assez rapidement récupérer sur la couverture glaciaire de l'endroit où s'est produit l'accident n'ont pas permis réellement d'expliquer. Et il a fallu s'engager, alors là, dans des recherches compliquées et nouvelles. Alors là, c'était pas sous la mer, là, c'était dans des régions polaires très, très inhospitalières. Donc, c'est pas les enquêteurs du BEA qui sont allés. On s'est rapproché notamment de nos collègues danois, puisque le Groenland est au Danemark. Du coup, de ce fait-là, le Danemark a quand même une grande connaissance et une expertise de recherche dans ce type de milieu, qui nous ont eux-mêmes mis en relation donc, avec des personnes spécialistes dans ce domaine. Ça nous a conduit à développer des moyens de recherche spécifiques parce que, n'ayant pas trouvé tout de suite la pièce intéressante, celle-ci a été rapidement couverte de glace. Donc il fallait développer des moyens pour détecter sous la glace une pièce en titane, ce qui n'était pas... Ouais, c'est pas un aimant qui... C'est pas un objet de recherche très courant, ça, donc il a fallu travailler là-dessus. Et là aussi, au bout de pas mal de temps, on a fini par trouver cette pièce. Et on avait failli abandonner la recherche quand même, parce que c'était pas sûr d'y arriver, ça coûtait cher quand même. Et heureusement qu'on a continué quand même, parce que quand on a trouvé cette pièce, on s'est rendu compte que la cause de cette rupture, c'était pas du tout ce qui avait été imaginé. Et ça a permis de mettre en évidence un phénomène particulier de fatigue de ce type d'alliage en titane, qui était inconnu jusqu'à présent, ou mal connu jusqu'à présent sur ce type d'alliage, et donc avec des enseignements pour la communauté aéronautique, notamment les motoristes, extrêmement importants. Donc on a progressé en sécurité aérienne, on a progressé dans les recherches. Et du coup, ça profite à la communauté mondiale. Est-ce que les autres pays participent, contribuent financièrement aussi à ces enquêtes? Pas du tout. Alors, la règle du jeu traditionnelle, c'est que c'est l'État qui mène l'enquête qui finance ses propres activités. Les organismes qui participent aux enquêtes peuvent être amenés à contribuer en nature, c'est-à-dire qu'il y a certains examens, par exemple, qui vont être faits chez le constructeur. À ce moment, le constructeur ne va pas facturer les essais qui sont faits chez lui ou les examens qui sont faits chez lui, c'est lui qui va lui fournir directement les moyens.
Pour cette enquête particulière, c'est allé un petit peu plus loin quand même, c'est-à-dire que j'ai invité le constructeur Airbus et le constructeur Engine Alliance, plutôt la partie Pratt & Whitney, puisque c'était cette partie-là qui était tombée, à contribuer financièrement à la recherche, ce qu'ils ont fait et ce qui a permis... Ça, c'était en bonne intelligence. Donc ça s'est fait en bonne intelligence et ça a permis le succès qu'on a connu. Vous savez, il y a un grand... Alors, il y a quelques semaines, vous êtes intervenu sur une conférence dans laquelle vous avez évoqué beaucoup de choses dans le cadre de l'Université du transport aérien. Vous avez parlé du MH370. Vous avez d'ailleurs souligné que vous aviez déjà vu quelques-unes de mes vidéos, donc je suis très honoré. Oui. Est-ce que vous avez un avis personnel sur cet accident? Alors le MH370, c'est intéressant parce que quand je suis arrivé au BEA, donc en janvier 2014, le MH se produit quelques mois plus tard. Et bon, normalement, ça ne concerne pas tellement le BEA, mais comme c'est assez rapidement posé la question de recherche en mer et que le souvenir des recherches du Rio Paris était encore présent dans les mémoires, les Malaisiens se sont rapprochés de nous quand même pour voir si on pouvait leur donner des conseils là-dessus, ce qu'on a bien volontiers fait. Donc on a été un peu impliqué dans cette enquête, pas autant que d'autres pays, mais pour conseiller dans un premier temps les Malaisiens et après les Australiens, ou leur faire part de notre expérience, en tout cas, pour essayer de les aider à orienter pour la recherche sous-marine. Ces recherches. Donc, du coup, ça nous a évidemment amené, alors comme toute l'aéronautique aussi, le monde aéronautique aussi quand même, à s'interroger sur ce mystère. Et alors, j'ai pas de scénario de l'accident, hein, certainement pas. Par contre, je me suis quand même fait l'observation que le demi-tour de cet avion au milieu de la mer de Chine, ça semble être un fait assez clairement établi, avec à peu près concomitamment l'interruption de moyens de communication différents et de tous les moyens de communication à bord de cet avion, on a du mal à imaginer comment ça pourrait se faire sans un certain élément d'intentionnalité. Voilà. Après, je me garde d'aller plus loin parce que quand on se met à rajouter de l'intentionnalité pour expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas, on arrive toujours à inventer une théorie, oui, mais on peut inventer des scénarios complètement hypothétiques. Et j'essaie de ne pas aller plus loin que ça. Donc là, c'est un avis purement personnel, je suppose, vous n'engagez pas le BEA sur cette question. Oui, et là encore, je me dis, il devrait y avoir un élément d'intentionnalité au moment de ce demi-tour. Sur ce qui s'est passé après sur le reste du vol, là, je pense que l'éventail des possibles reste très large. Là. Quand vous regardez le travail de vos homologues à l'étranger, est-ce que parfois vous avez l'impression que certaines façons de faire, ou est-ce que des enquêtes qui seraient perfectibles? Alors, d'une façon générale, la communauté des enquêteurs de sécurité, c'est une communauté assez active, assez vivante, qui les gens aiment bien essayer de se rencontrer en dehors même des enquêtes sur les accidents, justement en se disant que quand on se connaît avant, c'est quand même plus facile de coopérer quand on est face à un accident qui est forcément générateur de tension, d'adrénaline, etc. Donc c'est un monde où beaucoup de gens se connaissent entre eux quand même, et s'estiment en général. Après, le BEA, on l'a dit, est très impliqué à l'international, donc on se retrouve, nous, BEA, à côtoyer des organismes d'enquête de pays très variés, et de pays avec une culture aéronautique très variée, parfois très embryonnaire. Donc évidemment, on se retrouve parfois à intervenir sur des accidents pour lesquels le pays d'occurrence a peu d'expérience, a un organisme d'enquête avec peu de moyens, peu de capacités techniques, et on essaye de les aider dans la mesure de nos moyens, dans la mesure de ce qui est raisonnable, quand on intervient au titre de l'état du constructeur ou de l'état de l'opérateur ou autre. Et également s'il nous demande, même si on n'a pas de raison institutionnelle, je dirais, d'intervenir. Je pense au H-57, le Swiftair au Mali, par exemple. Effectivement, c'est un bon exemple. L'accident du vol Air Algérie opéré par Swiftair là, qui est tombé au Mali, c'était un bon exemple. Le Mali, c'est un pays qui a peu de capacité. Ils avaient cependant quand même une personne responsable des enquêtes qui connaissait l'annexe 13, qui connaissait les règles, et on a travaillé en bonne intelligence avec lui, et avec un résultat, je pense, qui a été à la hauteur, je pense. Ouais. Quand on regarde aujourd'hui les différentes enquêtes sur les dernières années, c'est de plus en plus politisé. On a l'impression qu'il y a toujours les théories du complot, que systématiquement chaque accident, ça peut pas être juste un accident, il y a forcément une cause derrière, on nous cache la vérité. Est-ce que cette pression des fake news, de l'opinion publique, et parfois de pression politique, est-ce que vous avez l'impression que ça oriente certaines enquêtes aéronautiques?
Alors, sur l'enquête elle-même, je dirais techniquement, non, heureusement. C'est-à-dire que l'enquête ça continuera quand même à être, on récolte les faits, on s'assure à les valider, à les croiser, à les comprendre et à les analyser pour produire un rapport qui explique les choses. Après, l'enquête de sécurité ne peut pas ignorer quand même un événement qui fait l'objet d'une attention médiatique, de réactions sur les réseaux sociaux, etc. Et l'enquête est en général amenée à communiquer soit en anticipation ou en réaction de ce monde médiatique. Mmh. Et ça, indirectement, ça peut mettre une certaine pression, je dirais, sur le rythme de l'enquête et sur la façon de rendre compte des avancées de l'enquête. Ouais. Mais sur le fond de l'enquête, j'espère que non. Je ne sais pas si vous pensez au même exemple que moi, mais je pense au MH17. Quand la Russie essayait de faire croire que c'était des Sukhoi 27 qui avaient abattu le Boeing 777, et la Hollande, les Pays-Bas, ont fini par révéler qu'il y avait même des morceaux de missiles Buk, même dans le corps des pilotes, ce qui prouvait bien que c'était pas un... Oui, alors là, on est quand même dans des catégories d'événements, puisque là, c'est... ultra médiatisé, pour le coup. Oui, mais j'ose pas appeler ça un accident aéronautique, puisque, au-delà de la question de savoir s'il y a une volonté d'abattre cet avion, mais... le fait est que c'est un missile qui l'a abattu. Oui. Donc les avions civils, c'est pas fait pour être abattus par des missiles, normalement. Et donc la sécurité aérienne n'est pas conçue pour, quelque part, pour gérer ce type de phénomène. Donc c'est quand même des cas d'enquête de sécurité qui sont un peu particuliers. Quand même. Bien sûr. Mais du coup, est-ce que vous pensez, et par le passé également, on dit parfois que certaines enquêtes sont orientées, sont truquées pour pouvoir protéger les intérêts d'Airbus, des constructeurs. Est-ce que vous pensez que ça a été possible par le passé ou que c'est encore possible aujourd'hui? Alors, ce qui est sûr déjà, c'est que moi, en tant que directeur du BEA, je n'ai pas connu ça. Je n'ai senti à aucun moment des pressions pour orienter les conclusions de l'enquête ou autre. Alors, ça ne veut pas dire que les participants techniques à une enquête, hein, que ce soit la compagnie aérienne, des représentants des pilotes, le constructeur, ne cherchent pas à faire valoir leur point de vue avec des arguments plus ou moins orientés ou priorisés, si vous voulez. Mais ce n'est pas des pressions, ça. Par contre, ce n'est pas des pressions au sens politique. Oui, bien sûr. Vous y faites allusion, ça, non, ça, j'ai jamais connu ça. Après, le BEA existe depuis au moins 1948. Je n'ai pas une prétention de connaître dans le détail l'histoire de tous les accidents passés, mais dans un passé récent, je crois que non, il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Okay. Tant mieux. Non, je pense par exemple, il y a des gens qui parlent encore de la Caravelle d'Ajaccio, des histoires du secret militaire, Airbus, enfin voilà, tout ça, c'est des gens évidemment qui ont aussi envie d'avoir un petit peu de croustillant, parfois des journalistes qui tentent d'avoir des scoops, mais ça ne repose pas sur des éléments... ou plus simplement des familles qui n'ont pas eu d'explication satisfaisante à leurs yeux, alors soit parce que l'explication qu'on m'a donnée ne colle pas avec une idée qu'elle s'était faite, ou parce que tout simplement les explications qui ont été données restent embryonnaires, peut-être pour des raisons techniques, je n'en sais rien, et du coup elles veulent chercher, c'est ça aussi qui peut alimenter. Bon, maintenant là encore, sur des événements de cette époque-là, j'en sais rien. Et le ministère des Armées, par exemple, s'il y a besoin de travailler avec lui, ils ont leur BEA également, le BEA-D. Est-ce que vous collaborez avec eux? Est-ce qu'ils sont transparents dans les données si vous avez besoin de leur poser des questions? Alors, le BEA-D, maintenant il s'appelle le BEA-E. Donc ils enquêtent non seulement sur les accidents d'aéronefs militaires, mais plus généralement sur les accidents d'aéronefs d'État. Okay. Donc également les accidents d'aéronefs de la sécurité civile, par exemple, ou autre. Alors on les connaît bien, on se rencontre régulièrement, on se donne régulièrement des coups de main, je dirais. Ça peut arriver qu'on fasse des examens techniques pour eux, ou ça peut arriver qu'on s'adresse à eux pour obtenir certains renseignements ou autres. Il peut même y avoir des événements, par exemple des collisions ou rapprochements dangereux entre un aéronef militaire ou un aéronef civil, sur lequel les deux BEA sont concernés, et pour lequel on peut être amené à travailler ensemble. Moi, j'ai pas eu connaissance depuis que je suis au BEA de cas où on aurait eu besoin d'accéder à des données militaires ou du ministère de la Défense et où ça nous aurait été refusé.
En même temps, je n'ai pas connaissance de cas où on aurait eu besoin de données pour lesquelles je me dis ben, ces données devraient être classifiées. Ça arrive très souvent, pour des enquêtes d'aéronefs purement civiles, qu'on demande par exemple des données de radars de surveillance militaire. Et ça, il y a des protocoles. Par exemple, l'Égyptaire avec les radars grecs. Et c'est du travail de routine, mais même en France. En France, systématiquement, quand c'est des accidents de petits avions, où on n'a pas trop d'infos de trajectographie, on va regarder les données radars, les données des radars civils et militaires. Et ça, on n'a aucun problème pour ça. Une dernière question sur, est-ce que vous vous souvenez peut-être du vol égyptaire, dans lequel aujourd'hui on n'a toujours pas de rapport officiel de la part de l'État égyptien. L'Égypte essaye d'inventer cet accident comme si c'était un attentat avec une bombe qui aurait été placée à Charles de Gaulle. On sait factuellement que c'est pas le cas. Il y a eu certains éléments techniques qui ont fuité déjà à l'époque, notamment les messages ACARS qui ont envoyé certaines données également. Est-ce que de votre côté, vous avez la possibilité de soutenir l'enquête, de faire une enquête parallèle, ou alors on attend simplement que les Égyptiens veuillent bien avancer de leur côté, et avec des pressions diplomatiques éventuelles? Oui, cet accident égyptien, effectivement, c'est une frustration. Alors, les Égyptiens ont déclaré qu'ils avaient trouvé des traces d'explosifs dans des restes humains qu'ils ont analysés. Alors, je n'ai pas de rapport précis des Égyptiens sur comment ont été faites ces analyses, etc. Et donc, je ne vais pas prendre position là-dessus. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les Égyptiens eux-mêmes, avant de faire cette annonce, avaient eux-mêmes, et là, nous, BEA, on avait participé à cette époque, récupéré un certain nombre de données qui montraient qu'il y avait eu un feu à bord, dans le cockpit. Et que l'avion avait continué à voler pendant plus de 10 minutes après avoir cessé d'émettre. Et s'était déroulé une petite dizaine de minutes entre les premiers signes du feu et l'impact, probablement, quelque chose comme ça. C'est long pour une explosion. Et donc ça, effectivement, ça dessine un scénario qui n'est pas le scénario d'une explosion à bord. Absolument. Alors, en plus, il y avait un élément qui avait fuité à l'époque, c'était pas vous, mais l'IRCGN, donc les gendarmes chargés de recueillir, avaient en gros dit que la concentration des explosifs qu'ils avaient effectivement relevés était tellement intense que ça avait été forcément déposé après avoir été sorti de l'eau et que c'était pas, ça pouvait pas avoir été aussi. Oui, alors là, bon ça dépasse votre. J'ai pas le détail de toutes ces analyses. Alors, je sais que sur d'autres accidents, si vous vous rappelez par exemple l'accident du TW800, il y avait eu aussi une polémique aux États-Unis. Est-ce que ça serait pas une explosion d'explosifs, peut-être de missiles ou de bombes, je ne sais quoi. Et c'est vrai que les recherches de traces d'explosifs, c'est compliqué parce que on peut assez facilement trouver des traces infinitésimales et du coup, quand on trouve des traces infinitésimales, est-ce que ça veut dire quelque chose ou est-ce que ces traces sont là de façon un peu fortuite? Ce qu'ont trouvé les Égyptiens là-dessus, j'ai rien à dire, mais par contre, il y a d'autres éléments qui pointaient dans d'autres directions et qui malheureusement aujourd'hui ne donnent plus lieu à des travaux d'enquête. Et ça, c'est très regrettable. Sur l'avenir maintenant, est-ce qu'il y a des évolutions prévues au BEA? Est-ce que vous attendez des nouveaux moyens techniques ou est-ce que vous êtes tout à fait satisfait de ce que vous avez à votre disposition? Alors, il n'y a pas je vois pas venir vraiment de révolution dans les moyens techniques à disposition du BEA. Au niveau du laboratoire, on essaie toujours d'adapter nos capacités. Par exemple, d'adapter nos capacités de lecture des mémoires, que ce soit des mémoires d'enregistreurs de vol ou des mémoires de calculateurs ou nouvelles technologies de mémoire. On sait que l'électronique, c'est un domaine qui évolue beaucoup, avec des capacités d'enregistrement de mémoire qui augmentent, mais avec des technologies qui deviennent plus compliquées quand il s'agit de récupérer des données sur des circuits qui sont endommagés, par exemple. Donc là, il y a toujours des travaux. On essaye également d'être au fait des dernières technologies d'enregistreur de vol et d'avoir tous les outils nécessaires pour lire et interpréter toutes les données de ces dernières technologies d'enregistreur de vol. Au-delà de ça, on a pas mal développé ces dernières années parce que la technologie le permet et parce qu'on a accès à de plus en plus de données, tout ce qui est analyse d'image. On essaye également, alors au niveau des enregistreurs de vol, il y a une évolution réglementaire importante qui va commencer à avoir ses effets dans les années à venir, c'est que la durée des enregistreurs de conversation, de bruit dans le cockpit, le CVR, va passer de 2 heures à 25 heures. Et écouter 25 heures d'enregistrement, pour savoir s'il y a quelque chose d'intéressant dedans, ça peut être long et fastidieux, et compliqué. Et on essaye d'adapter les technologies de reconnaissance vocale automatique qui ont fait également beaucoup de progrès à
à l'exploitation des enregistreurs de vol. Alors pas pour automatiser entièrement, mais pour automatiser en partie, pour faire un premier tri ou des choses comme ça. Donc ça fait partie, c'est un exemple de développement qu'on mène en interne. En manière d'enregistrement d'images, on a fait beaucoup de choses aussi pour automatiser des choses qu'on avait fait il y a quelques années de façon assez artisanale et manuelle, pour à partir d'images, alors soit prises du sol, qui voient un avion en l'air, soit à partir d'un avion, des images où on voit des repères au sol, voire on voit un autre avion évoluer, pour à partir de ce type d'image, de restituer les positions respectives des différents mobiles que l'on peut voir. Et du coup, vous utilisez également la source ouverte, des photos qui pourraient être partagées par le grand public, des images qui ont été prises au dernier moment? Alors, on peut utiliser tout un tas de sources. Le plus souvent, quand c'est des accidents en France, c'est des images qui sont qu'on récupère sur le site de l'accident, qui étaient des images prises par le pilote ou les passagers de l'avion, ou par des témoins au sol. Alors, il peut arriver que certaines de ces images se retrouvent dans le domaine public. Le plus souvent en France, c'est des images qui sont mises sous scellé judiciaire, donc qui ne sont pas si accessibles que ça dans le public. D'accord. Vous avez la capacité de gérer les nouvelles technologies des nouvelles boîtes noires, mais du coup, vous remontez jusqu'à où? Est-ce que vous savez toujours lire les vieilles boîtes noires? Ah, ça c'est intéressant, oui. Alors, on essaie de maintenir une capacité à lire des vieilles boîtes noires, y compris, alors, vous verrez notre petit musée des boîtes noires là, qu'on a au laboratoire. Alors, on a pour l'exposition quelques très vieux enregistreurs qui sont des enregistreurs instillés sur des feuillets métalliques ou ça ressemble à un sismographe, ou photographiques, des choses comme ça. Alors ça c'est vraiment pour l'histoire et ça on trouve plus. Par contre, il y a aussi des enregistreurs à bande magnétiques et ça, même si normalement, selon la réglementation internationale, ça n'existe plus, il y a encore quelques avions qui volent avec ces trucs-là et parfois ils marchent encore. Donc là, on essaye de maintenir quand même toujours, alors, les outils de lecture et les connaissances qui permettent, le cas échéant, de lire. D'accord. Et donc vous avez aussi des vieux ingénieurs qui restent, ou vous rappelez des retraités, ou alors ça va, votre équipe on a un taux de turnover qui est pas trop élevé, donc on a quand même une mémoire qui reste. Et puis on essaye aussi de documenter ce qu'on fait quand même. C'est une bonne chose. D'ailleurs, est-ce que vous recrutez? Alors, comme on a un petit taux de turnover, on n'a pas un volant de recrutement très élevé, mais oui, on accueille chaque année entre 2 et 4 nouveaux enquêteurs. Et il y a des pilotes, il y a des ingénieurs, c'est vraiment tous les profils? Alors, comme on est un service de l'administration, notre mode de recrutement, il est quand même contraint par les règles de l'administration. Mmh. Et donc, notre mode de recrutement privilégié, je dirais, c'est les fonctionnaires de l'aviation civile. Alors, soit directement à la sortie de l'ENAC, soit après une certaine expérience, notamment à la DGC. Après, on a des recrutements plus ciblés on va cibler des expériences particulières, donc pilotes, par exemple, ancien pilote d'hélicoptère militaire. Par exemple, c'est un bon moyen, c'est d'avoir une expertise hélicoptère, qui est quand même un domaine assez spécifique. Et pour le travail de laboratoire, là aussi, on a quelques recrutements particuliers recruter dans l'industrie, par exemple en matière de métallurgie ou acoustique pour l'exploitation des EVR, ou des choses comme ça. Eh ben, une dernière question personnelle. Est-ce que vous prenez l'avion ou vous volez sur des petits? Alors, j'ai eu une vie de pilote, alors que j'ai arrêté il y a maintenant une vingtaine d'années. Mais j'ai eu la chance effectivement de piloter. Alors quand j'étais tout petit, je me suis intéressé à l'aéromodélisme. Donc, ma passion pour l'aviation a commencé très tôt, et faisant des petits avions, ils crashaient aussi, donc je me suis aussi intéressé au crash aérien dès cette époque-là. Après, dès que j'ai pu, j'ai fait du vol à voile, qui était, je pense, une très bonne école initiale de pilotage, et puis après, j'ai pas mal piloté sur avion léger. Là aussi, j'ai eu la chance d'être aidé par l'État pour cela. Donc, voilà. Et est-ce qu'il y a un avion qui vous fait rêver, un avion de chasse, quelque chose que vous aimeriez faire? La 300-0G, quelque chose? Alors, j'ai arrêté le pilotage donc il y a une vingtaine d'années parce que le temps que j'y consacrais ne me permettait plus de renouveler quelque part les connaissances, les compétences que j'avais acquis, ne me permettait plus de les étendre. Je vais m'arrêter là. Après,
C'est peut-être aussi pour ça que je suis arrivé au BA, je suis pas un casse-cou. Je suis pas un casse-cou et j'ai jamais couru après les expériences aériennes mouvementées, je veux dire. Bon, c'est dommage, je pourrais pas partager ça avec vous. Monsieur Jouty, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir et un honneur. Les amis, on espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis voilà, on espère faire plein de belles vidéos comme ça. Puis Monsieur Jouty, à une très prochaine fois, peut-être. C'est une belle enquête, peut-être qu'on vous posera des questions. Avec plaisir. Merci. À bientôt.